Civilisation. Ce mot est probablement celui que nous associons le plus à l'histoire de notre espèce. Mais l'âge réel de la civilisation n'est qu'un instantané dans la vaste chronologie de l'humanité. Les humains modernes ont évolué en Afrique il y a environ 300 000 ans et ce n'est que depuis environ 6 000 ans que nous nous sommes organisés en civilisation. Durant ces 6 000 ans, les humains ont progressé technologiquement bien au-delà de ce que la nature semblait prévoir. Nous avons bâti des merveilles, mené des guerres, créé des technologies et franchi les limites de notre planète pour explorer de nouveaux horizons. Comment en est-on arrivé là ? Dans cette vidéo, nous allons examiner toute l'histoire de la civilisation humaine, de ses débuts modestes à son présent tumultueux. Cela nous amènera à voyager à travers les civilisations de chaque continent du monde habitable, des plaines fertiles de Mésopotamie aux rues animées de New York. En chemin, nous rencontrerons les cultures, mouvements et individus clés qui ont poussé notre espèce vers la notoriété et le progrès, pour le meilleur et pour le pire. Je vais vous raconter l'histoire de tous ceux qui vivent aujourd'hui. L'histoire de la civilisation. La Ziggouratour n'est peut-être pas un nom très connu lorsqu'on parle des monuments historiques de l'humanité, mais c'est sans doute le plus important. Située dans l'actuel gouvernement de Dikar, en Irak, cette imposante ziggoura en briques de terre crue, de 64 mètres sur 45 et haute de 30 mètres, est le vestige le plus remarquable de la première civilisation du monde. La ziggourate est une structure incroyable à contempler. Un grand escalier mène à un mur de pierre massif orné de détails architecturaux complexes, offrant un aperçu de la vie à l'époque des Sumériens, ses bâtisseurs. Elle servait de temple important dans la cité d'Our et a été construite et reconstruite plusieurs fois au cours de l'histoire ancienne. C'est donc essentiellement la plus ancienne merveille connue de la civilisation. Mais qui l'a construite et comment en sont-ils arrivés là ? Les anciens Sumériens de Mésopotamie, qui ont construit la ziggourate sous la direction du roi Umanu, furent la première société complexe du monde antique avec un État développé, une structure sociale et un système d'écriture. C'est cela qui définit une civilisation. Des classes sociales hiérarchisées répartissaient pas leur travail en industries et divisions, souvent au cœur des rues animées d'une ville très développée. En dehors de ces villes, les territoires et frontières incluant comme terres agricoles, routes commerciales, possiblement une armée, et de nombreux petits villages ou zones résidentielles. Elles adoptaient diverses formes selon la région et suivaient quand des religions ou idéologies variées. Mais les fondements d'une civilisation demeurent identiques. Ainsi, la première civilisation, les Sumériens, ainsi que les Hittites, les Babyloniens, les Harapéens et les Égyptiens, qui allaient bientôt suivre, ont pu définir cette nouvelle façon de vivre grâce à l'agriculture. L'agriculture n'était pas seulement une partie de la vie à cette époque ancienne, c'était la vie elle-même. En cultivant les plaines inondables et les vallées fluviales fertiles de la Mésopotamie, les humains ont pu exploiter les mêmes terres chaque année sans devoir se déplacer comme des nomades. Cette nouvelle façon fiable d'acquérir des ressources chaque année a conduit au développement de routes commerciales, à mesure que les voisins d'une civilisation faisaient de même. Différentes terres avaient accès à différentes ressources, et le commerce était donc nécessaire pour assurer la circulation d'une grande variété de ressources à travers le territoire. Les civilisations allèrent bientôt être définies par des frontières culturelles et physiques, les cultures étant souvent inexplicablement liées aux ressources disponibles dans leur environnement immédiat. La structure sociale a pris une importance majeure dans le développement de ces jeunes nations. Un gouvernement central avec un ensemble défini de règles ou d'idéologies était essentiel pour maintenir l'ordre et le contrôle sur les terres et les populations des premières civilisations, tandis que la division du travail en professions et en industries a contribué à stimuler l'avancement des technologies. Pour la première fois, des artisans spécialisés pouvaient se concentrer sur leurs tâches et ainsi perfectionner leur expertise. Le savoir pouvait alors être transmis de génération en génération, consigné sous forme d'écriture. Le premier système d'écriture, le cunéiforme, peut également être attribué aux Sumériens, qui gravaient des caractères universellement compris sur des tablettes de pierre. Des accords, messages, plaintes et blagues anciennes ont été retrouvés gravés sur des tablettes dans les ruines des premières civilisations. Parmi les textes majeurs de l'Antiquité figure un écrit de 1754 avant notre ère quand
Hammurabi, roi de l'Empire babylonien, a créé son célèbre code de loi. Avant cela, les lois de la civilisation étaient centrées sur l'indemnisation des victimes de crimes. Hammurabi, en revanche, estimait que les auteurs de crimes devaient être punis. Les criminels devaient désormais être physiquement réprimandés et le code a introduit dans la société des expressions telles que « œil pour œil, dent pour dent », encore citées de nos jours. Ce fut un tournant pour les lois de la civilisation. Aussi sévères qu'elles puissent paraître, Hammurabi voulait s'assurer que toute personne dans sa société puisse obtenir justice. Tous ne prospéraient pas dans ces premières civilisations. Dans le monde antique, des classes existaient partout, une élite concentrant le pouvoir. Ces élites dirigeantes, souvent le roi et ses plus proches associés, détenaient le pouvoir sur les pauvres de la société qui, en comparaison, n'avaient rien. L'esclavage était courant, dont les esclaves avaient peu ou pas de droits par rapport aux hommes libres. Des lois comme celle de Hammurabi ont contribué à garantir que toute personne souhaitant participer à la civilisation devait le faire en acceptant de respecter les règles établies. Une caractéristique marquante de ces premières civilisations était leur penchant pour la construction à grande échelle. Les grandes pyramides, les jardins suspendus, le temple de Salomon. Ces premières cultures s'efforçaient de préserver leur héritage et de laisser leur empreinte sur le monde. Ce n'était pas seulement une chose de l'Antiquité. Rapidement, des civilisations du monde entier et de différentes époques suivirent, cherchant à créer des œuvres toujours plus grandioses et majestueuses. Avec le développement des cultures, des frontières et des dynasties, la guerre allait suivre. Les technologies d'armement ont vu le développement de nouveaux mécanismes mortels conçus pour percer les villes et mettre fin à la vie humaine à une échelle sans précédent. Arcs recourbés, lames forgées, armures avancées, armes de siège et chars de guerre, voilà quelques-unes des méthodes par lesquelles les nations se défendaient des attaques et tentaient d'en conquérir d'autres. La guerre était omniprésente dans le monde antique, alors que les civilisations commencèrent à prendre leur essor. Dans certains cas, c'était une question de tuer ou d'être tué, alors que des cultures tentaient désespérément de se défendre contre des bandes de pillards ou des voisins belliqueux. Mais il deviendrait bientôt évident que la guerre faisait partie de la nature humaine. Les grandes conquêtes et opérations militaires opposaient les empires antiques les plus puissants, se soldant inévitablement dans le sang. Très vite, la civilisation commença à rayonner lentement vers l'extérieur, avec la Mésopotamie comme point de départ. Les premières civilisations de la future Chine cultivèrent le riz, et vers 1600 avant Jésus-Christ, la dynastie Shang régnait. Plus au sud, la civilisation arapéenne ou de la vallée de l'Indus, à partir de 3300 avant notre ère, construisit des villes soigneusement planifiées sur les plaines fertiles de ce qui deviendrait plus tard le Pakistan. Pendant ce temps, en Europe, la civilisation minoenne, connue pour ses fresques et peintures murales finement décorées, apparut vers 3100 avant notre ère sur l'île de Crète. La civilisation s'étendait bientôt sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, et nous étions là pour rester. Du 8e siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle après Jésus-Christ, l'Europe commença à occuper le devant de la scène, alors que des civilisations comme la Grèce antique et la Rome antique accédaient au pouvoir. C'est ce qu'on appelle la période classique, qui commence avec la poésie d'Homère en Grèce et se termine avec la chute de l'Empire romain d'Occident. En Grèce, des mouvements culturels ont engendré de nouvelles façons de penser, tandis que des philosophes comme Platon, Aristote et Diogène ont révolutionné la perception du monde. Les places de théâtre animées, enclamées par des acteurs et des spectateurs, ont marqué l'aube de l'industrie du divertissement, une forme d'art que nous apprécions encore aujourd'hui partout dans le monde. À Athènes, vers 507 avant Jésus-Christ, la démocratie naît quand Clisthène instaure des réformes politiques axées sur le peuple, donnant à chacun voix au chapitre sur le gouvernement de leur civilisation. Les citoyens d'Athènes allaient désormais voter sur des questions majeures, élire un dirigeant et faire entendre leur voix. Les anciens Grecs allaient également étendre leur influence par la colonisation. La Grèce continentale et l'archipel étaient sous leur domination culturelle et de 750 à 550 avant Jésus-Christ, l'influence grecque atteignit la côte nord de l'Égypte, Chypre, la Turquie, l'Italie et des régions de la péninsule ibérique. La culture et la religion grecque allaient bientôt dominer la Méditerranée et la mer Noire, tandis que des cités-états grecs émergeaient.
Ces cités-États ne s'entendront pas toujours, comme nous le verrons bientôt lors de la guerre du Péloponnèse, qui opposa Athènes à Sparte. La victoire spartiate serait finalement compromise par l'ascension de l'un des plus grands conquérants que le monde ait jamais connu, Alexandre le Grand. Dans ce qui est devenu la période hellénistique, Alexandre mènerait ses ennemis à travers l'Égypte, la Perse, Israël, la Judée et l'Asie centrale, établissant le plus grand empire jamais connu à l'époque. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un événement intéressant ne commence à se produire dans ce qui deviendrait un jour l'Italie. La civilisation étrusque, influente dans le nord de l'Italie vers 800 avant Jésus-Christ, précéda le royaume romain. Des traces de présence romaine près du futur forum romain datent d'environ 750 avant Jésus-Christ. Mais à la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ, Rome était déjà solidement établie en tant que république. La République se retrouverait dans un état de guerre quasi permanent avec les Étrusques qui persistèrent au nord et les Gaulois qui vivaient en tribus celtiques dispersées à travers le nord-ouest de l'Europe. La République romaine allait conquérir toute la péninsule italienne avant de participer à une série de conquêtes en Macédoine, à Carthage, en Égypte et en Numidie. Puis, en 27 avant notre ère, la République romaine devint l'Empire romain, lorsque Auguste César, fils adoptif de Jules César, établit une autocratie, prenant toutes les décisions importantes de l'Empire en tant que dictateur. Ce qui suivit fut la Pax Romana, un âge d'or qui vit l'essor de l'impérialisme et l'un des empires les plus sûrs que le monde ait jamais connu. Sous la domination romaine, l'Europe vit affluer des cultures venues de toute l'Eurasie et de l'Afrique, une organisation militaire sans précédent et la propagation du christianisme à travers le monde antique. Cependant, cela ne devait pas durer. L'Empire romain s'effondra en 476 après Jésus-Christ, lorsque le roi germanique Odossa mena ses troupes jusqu'aux portes de la ville, déposant le jeune empereur Romulus Augustulus et s'imposant comme le souverain de l'Italie. Le plus grand empire que le monde ait jamais connu n'existait plus. Après la chute de l'Empire romain, la civilisation a émergé durant l'époque médiévale, aussi appelée Moyen Âge ou Âge sombre. Les fans de notre chaîne YouTube Medieval Madness connaissent déjà cette période historique. Cette période majeure de la civilisation humaine va de 476 à environ 1450 après Jésus-Christ, couvrant près de 1000 ans. L'ère médiévale a été largement caractérisée par des sommets vertigineux et des bas profonds. Les maladies, la guerre, la famine, le déclin démographique et l'affrontement des religions dominaient ce nouveau monde, tandis que les innovations technologiques, les progrès agricoles et l'émergence de nouvelles formes d'art offraient des opportunités fascinantes. En Europe de l'Est et en Asie occidentale, l'Empire byzantin faisait essentiellement office de successeur spirituel de l'Empire romain. Pourtant, il connut des affrontements fréquents avec les califats musulmans du Moyen-Orient et l'Empire ottoman d'Anatolie. À la fin du XIIIe siècle, des guerriers turcs dirigés par Osman Ier établirent des sacrements des bases de pouvoir dans la future Turquie. Leur petit royaume, en grande partie insignifiant, devint bientôt une grande puissance mondiale, ce qui culmina avec leur prise de Constantinople, le cœur de l'Empire byzantin, à la toute fin de la période médiévale. La religion, bien sûr, dominait l'époque médiévale. L'Occident chrétien et l'Orient musulman se sont fréquemment opposés durant le Haut Moyen Âge, principalement en raison de la volonté chrétienne de reprendre la Terre Sainte aux dirigeants musulmans. Les musulmans ont réussi à tenir bon malgré l'énorme assaut des soldats venus d'Occident envahissant leurs terres, et ils ont conservé le Moyen-Orient sous leur culture et leur religion. Pendant ce temps, en Europe, des efforts ont été faits pour christianiser les derniers groupes païens restants du continent. Alors que la frontière entre l'Église et l'État devenait floue, les gouvernements étaient fondés sur le respect des valeurs chrétiennes et le blasphème pouvait être sévèrement puni. Avec l'avancée du Moyen-Âge, la vie se compliquait pour les civilisations mondiales. La peste bubonique a décimé les populations en Europe et en Asie occidentale, tandis que les conquêtes et guerres faisaient tant davantage de victimes. L'empire mongol de Gengis Khan, plus vaste empire terrestre continu, a conquis la majeure partie de la Chine et atteint l'Europe de l'Est. Partout dans le monde, des îles britanniques à l'archipel indonésien, la guerre se développait et progressait rapidement. Des armes de siège inédites causaient des destructions massives, tandis que d'imposantes forteresses dominaient les horizons urbains.
Une arme en particulier, inventée en Chine au début du Moyen-Âge, allait changer la guerre à jamais, la poudre à canon. Dès le Xe siècle, un mélange de salpêtre, soufre et charbon de bois servait à la guerre. Les armées chinoises lançaient des flèches enflammées et bombes artisanales sur leurs ennemis. Gengis Khan a introduit cette technologie en Europe, qui s'est ensuite intégrée aux arsenaux occidentaux. Au début du XIIIe siècle, des canons en métal capables de tirer un projectile, propulsé par une explosion de poudre à canon, avaient été inventés et ainsi l'arme à feu était née. Malgré les obstacles, culture et commerce ont prospéré. Les civilisations africaines, telles que l'empire de Maineli, ont accumulé d'immenses richesses grâce aux gisements de sel et d'or sur leurs terres. En Asie, le Japon féodal a créé l'une des cultures les plus riches et respectées de l'histoire humaine. Foires médiévales, joutes et festins animaient les châteaux forts d'Europe. Nous associons aujourd'hui cette culture au monde médiéval et en voyons souvent des traces dans notre société. Cependant, bientôt, les civilisations du monde occidental allaient viser un tout autre objectif. En 1492, Christophe Colomb entreprit son premier voyage à travers l'Atlantique pour la couronne espagnole. Alors qu'il cherchait des routes commerciales avec les civilisations de l'Est, il découvrit quelque chose d'inconnu pour ceux de l'Ancien Monde, les Amériques. Il n'était pas le premier Européen à poser le pied sur le continent américain. Les Vikings étaient arrivés à Terre-Neuve bien avant lui, mais ce qu'il fit ensuite déclencha une série d'événements qui allaient changer le monde à jamais. Lorsqu'il a débarqué dans les Caraïbes, il a rencontré des peuples tribaux, les Lucayan, les Taïnos et les Arawaks. Les deux cultures ignoraient totalement l'existence l'une de l'autre. Pour les Européens, ces peuples semblaient simples, timides et mal adaptés à leur monde. Ils ne pouvaient pas plus se tromper. Partout dans les Amériques, du nord de l'Alaska au sud du Chili, les cultures autochtones prospéraient et l'avaient toujours fait. Les Incas avaient construit des cités de pierre dans les nuages au cœur des Andes, tandis que les Aztèques régnaient sur l'une des plus grandes villes du monde, Tenochtitlan, qui deviendrait plus tard Mexico. Plus au nord, d'innombrables cultures riches des Amérindiens et des Premières Nations dominaient pendant les plaines, les forêts et les zones humides, toutes inconscientes de la menace qui approchait. Revenu en Espagne avec plusieurs autochtones capturés, Christophe Colomb présenta ses découvertes au roi Ferdinand et à la reine Isabelle. L'aube du colonialisme européen était arrivée. La nouvelle du voyage de Christophe Colomb se répandit rapidement. Rapidement, des civilisations européennes envoyèrent des explorateurs vers le Nouveau Monde. Les Espagnols et les Portugais menèrent la charge, motivés par la quête d'or et la volonté de diffuser la parole de Dieu. Les conquistadors espagnols attaquèrent les Aztèques, Incas, Mapchou et d'autres, détruisant des cultures, propageant des maladies, incendiant des villes et asservissant les habitants. Des colonies portugaises apparurent dans l'actuel Brésil et, vers 1750, la présence européenne couvrait une grande partie des Amériques. Au nord, des colons anglais et français arrivèrent sur les terres qui deviendraient un jour les États-Unis et le Canada. Cependant, les Amériques ne suffisaient pas, et bientôt les civilisations européennes tournèrent leur regard vers le reste du monde. L'Inde, la Malaisie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Congo et de nombreuses îles du Pacifique et de l'Atlantique tomberaient sous domination européenne. Pendant ce temps, en Europe, la richesse et la culture débordaient de toutes parts. La Renaissance a vu renaître l'imagerie classique grecque et romaine dans l'art. Littérature, sciences et philosophie ont fait d'importants progrès, ouvrant un nouvel âge d'or à la culture européenne. Cela a continué jusqu'à environ le XVIe siècle, marquant un changement significatif du monde médiéval vers celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ce qui s'est passé ensuite allait révolutionner le monde de bien des façons. Entre 1760 et 1830, une série d'événements en Grande-Bretagne a commencé à influencer des changements majeurs dans la façon dont le monde fonctionnait. Le charbon et le fer ont centralisé l'activité industrielle et les usines ont produit massivement des biens pour l'Empire. La machine à vapeur a grandement contribué à la mécanisation du travail. La révolution industrielle était là, mais elle a eu un coût. Les machines ont commencé à remplacer la main-d'œuvre dans toute l'Europe à mesure que ces nouvelles technologies se répandaient entraînant une division injuste entre les classes ouvrières et les classes supérieures. Le chômage a entraîné la pauvreté, puis la famine. L'Europe gagnait temps et argent comme jamais, mais la richesse restait hors de portée du peuple.
Pourtant, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui commençait à prendre forme. Les villes sont devenues des métropoles enfumées et se sont étendues avec la croissance de la population. Progressivement, les nations européennes suivirent le mouvement, mais des troubles persistaient dans les colonies. Peu après le début de la révolution industrielle, la révolution américaine eut lieu. 13 colonies se sont séparées de la domination britannique pour former les États-Unis d'Amérique. La guerre d'indépendance américaine, qui a commencé en avril 1775, a vu de grandes batailles à travers les États de l'Est, avec George Washington commandant les armées des séparatistes. Il a réussi, forçant les Britanniques à se retirer en 1781. Désormais, partout dans le monde, les colonies commençaient à vaciller. Au XIXe siècle, l'Espagne perdit des colonies en Amérique, dont l'Argentine, le Paraguay, le Chili et le Mexique, qui devinrent indépendants, mettant fin à la domination européenne. Au fil des siècles qui suivirent, une grande partie du monde ferait de même, ne laissant aux civilisations européennes qu'une poignée de territoires d'outre-mer. Le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada et d'autres deviendraient indépendants, avec leur propre culture et traditions. Cependant, il n'y avait pas que les colonies qui se soulevaient. De 1789 à 1799, la Révolution française eut lieu. L'inégalité sociale en France avait atteint un point critique, tandis que la monarchie menait une vie luxueuse et que l'Empire s'endettait toujours plus. La prise de la Bastille a conduit au règne de la terreur des Jacobins, qui s'est terminé par la décapitation de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Par la suite, les troubles en France ont conduit Napoléon Bonaparte à prendre le pouvoir lors d'un coup d'État et une nouvelle ère de guerre s'est ouverte en Occident. Avec l'arrivée du XXe siècle, de nouvelles innovations ont commencé à transformer le monde une fois de plus. Le téléphone, la télévision, les voitures, les avions, le cinéma et l'enregistrement sonore ont tous apporté de nouvelles opportunités aux civilisations du monde, inaugurant une nouvelle ère des médias de masse. Les avancées médicales ont rendu possible les transfusions, greffes d'organes et nouveaux médicaments, prolongeant l'espérance de vie au-delà de ce que nos ancêtres imaginaient. L'inégalité persistait dans de nombreux pays, tandis que les anciennes colonies d'Afrique et d'Amérique du Sud luttaient contre la pauvreté et l'épuisement des ressources. Et puis les plus grands événements mondiaux du XXe siècle allèrent avoir lieu. Les deux guerres mondiales qui se profilaient à l'horizon. En 1914, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand a servi de catalyseur à la Première Guerre mondiale, ou la Grande Guerre qui a vu des nations du monde entier s'engager dans des combats sanglants sans précédent. Avions, chars, mitrailleuses, tranchées et cuirassés sont apparus, tandis que 8 millions de soldats et civils ont péri. Le traité de Versailles a imposé à l'Allemagne de lourdes réparations après sa défaite, et la Société des Nations a été fondée pour éviter que cela ne se reproduise. Et en septembre 1939, cela s'est reproduit. Adolf Hitler, dictateur fasciste allemand, envahit la Pologne, poussant la Grande-Bretagne et la France à déclarer la guerre à l'Allemagne. En 1941, l'Union soviétique a rejoint le camp des Alliés après une invasion allemande, tandis que le Japon a attaqué Pearl Harbor, forçant ainsi les États-Unis à riposter. En 1942, les nazis ont commencé à mettre en œuvre leur solution finale qui a conduit à l'extermination du peuple juif à travers les territoires allemands en Europe. En 1944, la situation changea et les Alliés avancèrent vers le cœur de l'Europe pour mettre fin au règne de Hitler. En Asie, des bombes atomiques ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, déchaînant une puissance terrifiante. L'Allemagne a capitulé le 8 mai 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide a été difficile, car les États-Unis ont affronté une rivalité inquiétante avec l'Union soviétique. La menace d'une guerre nucléaire planait constamment en arrière-plan, tandis que la course aux armements, l'espionnage et la propagande occupaient le devant de la scène. Les États-Unis ont mené des guerres par procuration en Corée et au Vietnam, l'Union des républiques socialistes soviétiques soutenant les adversaires. En 1991, l'Union soviétique s'est effondrée, les réformes rapides de Mikhaïl Gorbatchev ayant accéléré sa chute. Le monde que nous connaissons aujourd'hui était là, mais les luttes de la civilisation allaient se poursuivre. En avançant dans le XXIe siècle, nous vivons toujours dans un monde d'extrêmes. Malgré une richesse inédite et une espérance de vie en hausse, l'effondrement économique et la guerre menacent toujours le monde.
Les médias sont plus puissants que jamais et l'information est disponible en un clic. Pourtant, l'inégalité persiste et des révolutions éclatent souvent à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau au bord d'un monde en pleine mutation. La croissance démographique, les troubles sociaux et le changement climatique, naturel ou provoqué, menacent notre civilisation. L'humanité n'a jamais été facile à préserver, comme nous l'avons constaté depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui. La question est, où cela va-t-il nous mener ensuite ?